Bonjour à tout le monde et merci d'être venu. Je m'appelle Lise Mérès, je travaille à la librairie Scientia et j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'être en présence de deux autrices que j'aime beaucoup, Adeline Dieudonné et Fanny Rué. Donc toutes deux sont belges, elles sont reconnues dans notre pays et au-delà. Et elles ont chacune publié ce printemps un roman formidable dans la maison d'édition tout aussi formidable, l'Iconoclaste. C'est entre autres pour cette raison que j'ai souhaité les réunir pour parler de leurs nouveautés littéraires, donc qui sont respectivement Reste et Bien sûr que les poissons ont froid. Donc Reste, c'est le très beau deuxième roman de Adeline Dieudonné, après le phénomène La vraie vie, que vous connaissez probablement, puisque c'est un premier roman qui a été traduit dans plus de 20 langues et multiprimé. Il a été couronné par le prix Rossel, par le prix Renaudot des lycéens, le prix du roman Fnac et probablement d'autres prix. On a depuis pu retrouver Adeline Dieudonné en librairie avec un autre livre, Kérosène, donc qui est un ovni littéraire, puisque je pense que vous ne considérez pas ça vraiment comme un roman. Non. Non, mais ça me fait plaisir parce que souvent les gens parlent de Reste comme de mon troisième roman et j'aime bien quand on dit que c'est mon deuxième parce que c'est vrai que c'est mon deuxième. C'est donc Kérosène qui était une jubilatoire comédie noire dans un format un peu hybride, donc entre le roman et le recueil de nouvelles. Et vous avez aussi, vous intervenez aussi en radio. C'est d'ailleurs un de vos points communs à toutes les deux. Vous intervenez donc sur la première en tant que chroniqueuse. Et Fanny Rué donc, va nous parler aujourd'hui de Bien sûr que les poissons ont froid, son premier roman remarqué, qui ne parle d'ailleurs pas du tout de poissons. Donc avant ça, Fanny Rué, on la connaissait pour sa carrière d'humoriste à succès. En seulement 4 ans de scène, elle est devenue l'une des stars de la nouvelle génération de stand-up, avec son spectacle, son premier spectacle, Bon anniversaire Jean, concentré de drôlerie, de loose et de mélancolie. Vous pouvez la retrouver toutes les semaines en radio sur France Inter, dans l'émission La bande originale de Nagui. Et vous pouvez aussi écouter depuis le podcast qu'elle anime depuis 2019, Les gens qui doutent, donc un podcast plein de sensibilité et vraiment très intéressant. Il y a 2 épisodes avec Adeline, si jamais. Voilà. Donc, bonjour à tous les deux. Merci infiniment pour votre présence lors de cette table ronde. Donc, je vais commencer par vous laisser présenter vos romans pour les personnes qui les auraient éventuellement pas encore lus. Comment, en fait, sont nés ces romans? Quel en a été le point de départ, la source d'inspiration? Je commence ? Ok. Reste. Alors, le point de départ, je crois que ça avait déjà été. J'ai eu une première idée pendant le premier confinement. Je m'étais demandé ce qui se passait pour les couples illégitimes pendant cette période-là, parce que j'imagine qu'il a dû y avoir des histoires folles, mais dont évidemment on n'entendra jamais parler. Et puis je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe effectivement quand dans un couple illégitime, il y en a un des deux qui meurt? Et pareil, il doit y avoir plein d'histoires complètement dingues. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à cette question-là. Et donc, est venue l'idée de départ de Reste, qui est donc un couple illégitime qui part en week-end, ou en vacances, pendant quelques jours dans un lac dans un chalet au bord d'un lac dans la montagne. Dans un lac aussi. Dans un lac. Et voilà, et le matin, lui, il aime bien aller nager pendant qu'elle fait un peu la grasse mat. Et un matin, elle se réveille et il est mort. Et à partir de là, elle est incapable d'appeler les secours parce qu'elle se dit que si elle appelle, on va lui prendre le corps de l'homme qu'elle aime et elle n'aura plus rien puisqu'elle est illégitime. Et donc, elle est incapable d'appeler les secours et elle se met à écrire des lettres à l'épouse légitime pour lui expliquer la situation et lui expliquer pourquoi elle ne rendra pas le corps. Voilà. Oui, moi, ça part d'une histoire vraie qui est quelqu'un que j'avais rencontré sur MSN, sur Internet, quand j'avais 15 ans, et avec qui j'avais noué une relation très très forte. On s'était beaucoup parlé, on s'appréciait beaucoup et tout ça, et ça m'avait beaucoup aidé à un moment de ma vie qui n'était pas évident. Et on s'est perdu de vue, et puis 10 ans plus tard, je me suis dit, tiens, mais je vais le retrouver, ça va être marrant et tout ça. Et en fait, quand j'ai tenté de le retrouver, j'ai réalisé que sur Internet, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Et plus je cherchais des infos à son sujet via d'autres canaux, plus toute cette histoire était très bizarre. Et donc, évidemment, ça m'a fait péter un câble. Surtout que c'était pendant le confinement, donc j'avais beaucoup de temps libre.
Et donc je l'ai cherché, et c'est un peu cette quête-là que je raconte dans le livre, en sachant que c'est un fil rouge pour parler de plein d'autres choses, de recherche de soi, de dépression, voilà, de toutes les petites fuites qu'on a dans la vie quand on essaye de se chercher et que ce qu'on trouve, c'est pas ouf, quoi, en gros. Vous avez toutes les deux des parcours artistiques un peu similaires, puisque Adeline, vous aviez une carrière de comédienne au théâtre avant de publier votre premier roman, La vraie vie. Non, j'ai essayé, mais ça n'a jamais marché. Ce qui est le parcours classique quand on est comédien. J'en doute pas. Et vous étiez connue pour le stand-up, et on a seulement découvert vos talents en littérature, avec bien sûr que Les Poissons ont froid, mais donc votre talent pour l'humour était déjà connu. Et donc vous avez tous les deux plutôt commencé votre carrière artistique du côté de la scène. Et je voulais savoir ce qui vous a poussé à passer à la littérature. Est-ce que c'était une envie d'écrire un roman, enfin même des romans dans le cas d'Adeline, que vous aviez depuis longtemps? Et aussi, quelles sont, en termes d'écriture, les différences entre la création d'un seul en scène, comme vos spectacles, donc vous, Bonobo Moussaka, et vous, Bon anniversaire Jean, entre autres, et celle d'un roman. Est-ce que c'est un peu le même processus ou pas du tout? Alors, la première question, c'était... Ah oui, est-ce que tu as toujours eu envie d'écrire? Oui, je pense... Ouais, moi, c'est Iconoclast qui m'a contactée en me disant on aime bien ce que tu fais, donc si tu as des projets en littérature, dis-nous. Et moi, j'ai dit évidemment que j'ai des projets en littérature. Je n'en avais pas du tout, mais j'ai fait semblant jusqu'à ce que ça arrive. Mais je pense que ça a toujours été un peu un fantasme pour moi, parce que j'ai toujours mis la littérature un peu sur un piédestal, à considérer que c'était la chose la plus impressionnante. Et j'ai toujours beaucoup aimé lire, donc ça m'impressionnait beaucoup. Mais jamais je me serais dit que je peux faire quelque chose moi s'il ne m'avait pas contacté, parce que je trouve ça très présomptueux de se dire je vais écrire quelque chose et des gens vont aimer. Je trouve ça très bizarre comme projet. Mais donc ouais, j'ai un peu sauté sur l'occasion et j'ai commencé à écrire cette histoire-là qui me restait dans un coin de la tête depuis plusieurs années, et je me suis dit peut-être c'est l'occasion d'en faire quelque chose. Et c'est très différent, je trouve. C'est la première fois que j'écrivais quelque chose qui n'avait pas vocation à être purement drôle, qui n'avait pas... Ouais, le stand-up, il y a une promesse de quoi qu'il se passe, ça doit être marrant. Là, la littérature, je pouvais mettre des blagues, d'ailleurs, il y en a énormément, mais je peux aussi me permettre d'être au premier degré, ce que j'avais jamais fait avant. Et donc, c'est terrifiant. Et puis, c'est la première fois aussi que je devais écrire quelque chose qui devait être directement bien. Là où le stand-up, j'écris des choses, je vais les essayer sur scène, je réécris, je modifie, et donc c'est un peu quelque chose qui évolue en permanence. Et là, la littérature, alors apparemment, quand c'est imprimé, on peut plus changer. Très décevant, mais voilà, donc c'était très très différent. Ouais, moi non plus, j'aurais jamais imaginé écrire des romans, certainement pas. Moi, c'est une rencontre qui m'a poussée à écrire. C'est-à-dire que j'avais 33 ans, j'étais en pleine crise existentielle, j'avais quitté le boulot que je faisais à ce moment-là dans un bureau d'études d'archi d'intérieur. Parce que crise existentielle, en fait c'était de l'éco-anxiété, on n'appelait pas ça à ce moment-là, mais on n'appelait pas ça comme ça à cette époque-là, mais j'étais tout à coup, je prenais conscience du monde dans lequel j'avais mis 2 enfants et qu'en gros la maison brûlait et que j'étais pas en train d'aider les pompiers. Et donc c'est comme ça que j'ai démissionné en me disant que j'allais faire de la rénovation de bâtiments, je voulais isoler des bâtiments, je trouvais que c'était l'absolue priorité, et je pense toujours d'ailleurs que c'est l'absolue priorité. Je sais pas très bien comment je me suis retrouvée à écrire des romans. Enfin si, je le sais, c'est que évidemment personne voulait de moi pour isoler des bâtiments parce que j'ai aucune compétence dans le domaine. Et un matin, j'étais dans un café et j'ai rencontré Thomas Gunzig qui écrivait à la table à côté. Et on a commencé à discuter et je lui ai expliqué mes problèmes d'angoisse. Et il m'a dit, mais c'est passionnant ce que tu racontes, pourquoi est-ce que tu n'écris pas? Et j'ai dit, parce que ça va intéresser personne. Et il m'a dit, mais si, moi ça m'intéresse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire Bonobo Moussaka. Mais donc, effectivement, la première démarche d'écriture que j'ai eue, c'était vers
vers la scène, ça me paraissait absolument évident que si j'avais envie de m'adresser aux gens et de leur parler de mes angoisses, ça devait passer par la scène. Et puis j'ai terminé Bonobo, j'ai pas eu envie d'arrêter, donc j'ai écrit une nouvelle. Et c'est là que Thomas m'a dit, mais les nouvelles, ça n'intéresse personne. T'es seul en scène, c'est gentil, mais voilà. Tu dois écrire un roman. Et pareil, moi aussi, je me suis dit, mais un roman, c'est complètement prétentieux. Les romans, c'est écrit par des hommes qui sont morts bien souvent. Et alors évidemment, je savais qu'il y avait des femmes qui écrivaient et des vivantes, mais je me disais que c'était des femmes qui avaient fait des grandes études de lettres, enfin qu'en tout cas, moi, avec mon cursus de même pas comédienne, qui n'a même pas terminé ses études, je ne voyais pas très bien ce que j'allais aller faire dans le domaine de la littérature. Et ben, moi, je ne suis pas certaine que j'écrive de façon radicalement différente. Enfin, en tout cas, quand j'ai commencé à écrire La Vraie Vie, en fait, La Vraie Vie était au tout départ, le premier embryon de La Vraie Vie, c'était un deuxième seul en scène. Parce qu'en fait, comme je ne savais écrire que ça, et que j'avais terminé Bonobo, je me suis dit, je vais en faire un deuxième, ce qui n'avait aucun sens. Parce que si Bonobo venait à arriver sur scène, ce qui aurait déjà été un miracle, ce qui a été un miracle, on n'allait pas me demander de nouveaux spectacles avant au moins 3-4 ans. Donc c'était un petit peu idiot de commencer à l'écrire à ce moment-là. Et voilà, et puis chemin faisant, de ce petit embryon de spectacle, j'ai commencé à faire une nouvelle, et puis cette nouvelle est devenue le roman. Donc non, moi j'ai pas l'impression d'écrire de façon radicalement différente, mais bon, je fais pas la même chose que Fanny non plus. C'est pas du stand-up, donc c'est vrai que je n'ai pas cette obligation d'humour qui toi est quand même largement comprise dans le contrat. Tu préfères tuer les gens dans des livres. Je préfère les tuer, oui, c'est beaucoup plus rigolo. Merci beaucoup. Et du coup, pour toutes les deux, l'écriture était au départ un challenge, vous, parce que c'était votre premier roman, dans le cadre de Bien sûr que les poissons ont froid, donc un exercice totalement différent, et où le public ne vous attendait pas forcément. Et Reste, j'imagine que ça a dû être aussi le cap du deuxième roman, quand le premier a eu énormément de succès, beaucoup de prix et une adaptation cinématographique. Donc du coup, je voulais savoir un peu comment s'est passé en fait le processus d'écriture, quelles étaient les difficultés que vous aviez pu rencontrer, est-ce que vous avez connu des pannes, et surtout comment vous les avez surmontées, puisqu'aujourd'hui les romans sont bien là et ils ont trouvé leur public. La question... Oui. Ok, d'accord, j'y vais, et puis toi. Mais donc, oui, alors, c'est très particulier. Oui, Reste, j'ai beaucoup pleuré. Vraiment, c'est un roman difficile, dans le sens où... alors, la difficulté du deuxième roman, j'avais quand même eu Kérosène, qui a quand même été perçu par la... En tout cas, il a été reçu par la presse comme mon deuxième roman. Et donc ça a été, pour moi, j'ai un petit peu contourné la difficulté du deuxième roman grâce à Kérosène, qui a eu énormément de succès. Et donc, ce livre que je n'avais pas écrit comme un roman, et donc pour lequel je n'avais pas subi cette pression, parce que vraiment, je pensais écrire des nouvelles, a été reçu comme un deuxième roman, et donc m'a permis d'avoir un tout petit peu moins de pression. Malgré tout, oui, la pression, elle est là, elle reste, puisqu'en plus, Kérosène avait eu aussi du succès, donc il fallait que je sois à la hauteur de ça. Donc oui, il y a eu ça, il y a eu que... mais chaque livre, en fait, c'est... moi, il y a toujours des moments où je me retrouve en galère complète. Et je trouve que c'est important, c'est vraiment important qu'on le dise, parce que je me dis que les gens qui écrivent leur premier roman, ils doivent se retrouver aussi dans des situations où ils ne savent plus comment avancer, où c'est n'importe quoi, où on a une espèce de matière mais qui ne veut rien dire, où ça n'a ni queue ni tête, où ça part dans tous les sens. Et voilà, j'ai encore vécu ça avec Reste, et il y a toujours ce moment où on a l'impression que finalement tout est bon à acheter à la poubelle. Et où, là, j'ai eu la chance d'être accompagnée par Titiou Lecoq sur l'écriture de Reste. Donc, c'est l'immense chance quand on est publié, c'est qu'on a une éditrice, on a quelqu'un à qui se référer, à qui on peut venir faire lire des morceaux de texte en disant tiens, regarde, moi j'ai l'impression que c'est n'importe quoi, et puis qu'elle puisse dire non, en fait, y a plein de bonnes choses, il faut juste ranger, mettre un peu les choses à leur place. Mais donc difficile.
vraiment cafouilleux, mais comme à chaque fois, et je pense que ce sera à chaque fois comme ça. En plus, c'est chaque fois comme La vraie vie, Kérosène, Reste sont des romans qui sont extrêmement différents. Enfin, j'ai dit romans. Aïe, aïe, aïe. Dans des livres qui sont extrêmement différents les uns des autres. J'ai chaque fois l'impression de devoir réinventer l'eau chaude aussi, quoi. Mais c'est aussi ce qui fait qu'on vous retrouve à chaque fois dans des choses où on ne vous attend pas. Et en tant que lecteur, moi, je trouve que c'est aussi passer de La vraie vie à Reste, qui est un livre complètement intimiste avec des réflexions. Moi, j'ai analysé ça vraiment comme un livre qui met en pratique un peu toutes les théories féministes sur l'amour, la révolution romantique, mais sous forme de fiction. Et je trouve que c'est super, par rapport à La vraie vie et Kérosène, qui étaient encore des univers complètement différents, parce qu'en fait, on retrouve votre style, mais en même temps, vous nous immergez, vous nous emmenez là où on n'attend pas, et c'est un talent pour un écrivain. Merci. Et toi, l'écriture Ça va. Je ne me rappelle plus de la question exacte. C'était les obstacles ? Oui, le processus d'écriture, oui. En fait, quand on écrit un premier roman... C'est très effrayant, c'est très... quand on voit la montagne qu'il y a à faire, en fait, je pense que quand j'ai commencé à écrire, je me disais, ouais, trop bien, j'ai une idée, j'ai un fil rouge, nanana. Puis une fois que tu arrives à ton premier obstacle, tu réalises la montagne qu'il y a derrière et donc tout ce qu'il va falloir fournir comme travail et comme inventivité. Donc c'était assez terrorisant, donc j'ai vraiment dû faire un travail de tout séparer en micro-étapes pour avoir l'impression d'avancer et avoir un peu un petit but à chaque fois à atteindre. Et puis j'avais vu que j'étais en tournée du premier spectacle à ce moment-là, j'ai dû vraiment prendre des moments, les 2 mois d'été, je savais que c'était écriture du roman, et donc j'allais chez Adeline souvent quand elle était en vacances, j'allais nourrir ses chats, j'allais arroser les plantes et j'allais écrire un roman, et j'allais m'imprégner de son génie chez elle, tu vois, je frottais les tables pour toucher. Il faudrait que j'explore la coudoir de mon canapé. Oui. Mais il n'y a pas d'accoudoir en plus. Anyway. Donc voilà, j'allais chez elle et je devais vraiment... chez elle, je lui ai demandé de ne jamais me donner le code du Wi-Fi. Quoi que je demande, quoi que je dise. Comme ça, j'étais focus 100% sur le roman. Et puis ouais, il a fallu avancer comme ça. Il y a eu, chez Iconoclast, ils sont très chouettes et donc ils m'ont accompagnée quand j'avais quand je butais ou quand... Tout bêtement, en fait, le fait que ce soit basé sur une vraie histoire, sur une vraie enquête que je menais au fur et à mesure, c'est chouette parce que j'évoluais au fur et à mesure que l'enquête avançait, et j'avais de nouvelles choses à dire. Maintenant, c'était à double tranchant, vu que si l'enquête n'avançait pas, j'étais un peu en mode, quid ? Parce que ce roman, j'en connaissais pas la fin quand j'ai commencé à l'écrire. Donc c'était assez curieux d'avoir à attendre que ça avance. Mais voilà, je pense que la plus grande difficulté que j'ai eue, c'était d'accepter, je pense, le premier degré, de me dire qu'il y a l'humour, on se cache toujours derrière quelque chose, et là j'étais un peu à poil à me dire c'est le truc le plus intime que j'ai jamais fait, et des gens vont le lire. C'est pas normal. Voilà. Vous venez de dire que vous avez écrit, du coup, en grande partie le roman chez Adeline. Et effectivement, vous l'avez invité aussi dans votre podcast. Vous avez une amitié littéraire et dans la vie, j'imagine. Sinon, vous n'auriez pas les clés de chez elle. On fait très bien semblant, en fait. Mais du coup, je voulais de gratter son public. Je voulais savoir, en fait, ce que cette relation vous apportait, en fait, du point de vue de l'écriture et du point de vue du travail artistique. Est-ce que vous considérez un peu Adeline comme une marraine dans votre écriture? S'il te plaît, dis non. Non, pas du tout. C'est plutôt une connaissance. Non, mais c'est quand Icono m'a contactée, je l'ai directement appelé en lui demandant comment ça se passait, parce que moi je ne connaissais absolument pas le monde de l'édition, et donc lui demander est-ce qu'ils étaient chouettes, est-ce qu'ils étaient à l'écoute, parce que je sais que je ne sais pas du tout travailler avec des gens qui imposent trop de choses. Et puis comment ça se passe pour ne pas se retrouver à bosser pour rien et à être avoir un mauvais contrat et tout ça. Donc elle m'a donné pas mal de conseils très pratiques là-dessus. Et puis aussi sur l'écriture, j'avais déjà un peu
posait pas mal de questions là-dessus dans Les gens qui doutent, justement. Elle lui demandait comment elle écrivait, les obstacles auxquels elle était confrontée, tout ça. Donc voilà, c'est des infos que j'aime bien aller gratter souvent chez des gens dont j'aime bien le travail. Donc voilà. Et oui, et moi j'ai été écrire aussi chez Fanny, parce qu'elle a aussi un chat, elle aussi part en vacances, et donc elle a besoin aussi de... Mais par contre, on n'a pas du tout collaboré, je veux dire, tu m'as pas fait lire des passages. J'ai vraiment découvert j'ai découvert le roman, je l'ai lu imprimé, et inversement. Donc on n'a pas du tout eu de travail de collaboration, mais par contre, c'est vrai que c'est chouette aussi, je trouve, sans rentrer dans une collaboration... juste de soutenir et de pouvoir parler, c'est vrai, des choses extrêmement concrètes, de contrats, de liens avec l'éditeur, parce que en fait c'est un métier quand même qui est très particulier, donc on peut pas en parler avec nos potes qui sont dans d'autres domaines professionnels. Puis personne va t'apprendre enfin tu vas apprendre des choses au fur et à mesure que tu les fais. Et ouais, comment on gère pour avoir un contrat qui est correct, personne ne va te le dire si c'est pas les autres auteurs, quoi. Donc voilà. Et donc vous êtes effectivement toutes les deux dans la même maison d'édition, l'Iconoclaste, qu'on adore à la librairie et qui vient d'ailleurs de recevoir le Goncourt avec Jean-Baptiste Andrea. C'est un peu notre Goncourt. Ok. Et donc je voulais savoir, vous avez parlé ensemble, vous pour le choix de la maison d'édition, etc. Mais je voulais savoir, vous, Adeline Dieudonné, comment est-ce que vous êtes arrivée chez l'Iconoclaste, et aussi pour toutes les deux, comment s'organise votre travail au sein de cette maison d'édition, et qu'est-ce qui change en fait dans cette maison d'édition qui a l'air d'être, en tout cas de l'extérieur, à taille humaine, même si maintenant ils prennent de l'ampleur. Comment ça se passe en fait, le travail là-bas? Moi, je suis arrivée un petit peu par hasard. C'est vraiment un accident. En gros, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment un accident. C'est-à-dire que j'avais ma fille qui avait sa meilleure amie. Elles étaient en maternelle toutes les deux, et un jour, sa meilleure amie. Non, en fait, c'était une nouvelle copine qui l'invite à prendre le goûter chez elle, et je la dépose et je repars. Et une demi-heure après, la mère m'appelle en me disant. Le SAMU est là, désolée, mais elle est tombée dans les escaliers. Désolée. Oups. Donc je suis allée rechercher, je suis allée à l'hôpital où effectivement ma fille avait une sérieuse commotion. Et donc on est devenus amis avec la maman de cette petite fille. Et il se trouve qu'elle est attachée de presse littéraire. Et donc c'était le moment où moi je commençais à écrire, et donc je lui ai fait lire des trucs. Et elle était en lien avec l'Iconoclaste, et donc elle leur a fait lire une de mes nouvelles, et elle m'a dit ils adorent, donc si tu as un roman, ils seraient ravis de pouvoir le lire. Et donc voilà, c'était au moment où j'écrivais La Vraie Vie. Donc moi j'ai pas envoyé La Vraie Vie à plein d'éditeurs, j'ai pas eu ce parcours du combattant de plein de toi non plus d'ailleurs, et tant mieux pour nous, parce que par contre Jean-Baptiste Andrea qui vient d'avoir le Goncourt, il a été refusé par 14 maisons avant que l'Iconoclaste accepte son premier roman, et voilà, comme quoi ils ont bien fait. Donc je suis arrivée dans cette maison, et Stéphane, qui était donc mon ami attaché presse, m'a dit voilà, c'est vrai que c'est pas Grasset ou Gallimard, mais c'est une maison qui est à taille humaine, et ils sont super dynamiques, et moi je les sens bien, et je trouve qu'ils font vraiment un beau boulot depuis quelques années. Et elle ne pouvait pas mieux me conseiller, parce que effectivement ils ont extrêmement bien porté La Vraie Vie. Si La Vraie Vie a eu le succès qu'elle a eu, c'est aussi et même en grande partie grâce à leur travail, parce que voilà, un livre c'est pas juste un bon texte, il faut que derrière il y ait une équipe qui soit capable de le porter, et puis qui soit capable de gérer le succès, parce que ça c'est pas forcément il y a quand même une masse de travail énorme qui tombe sur la maison, et il faut qu'ils réagissent bien à ce moment-là, qu'ils engagent des gens, voilà, il y a toute une stratégie derrière qui est toute une gestion et qui a été brillamment menée par Sophie de Sivry, notamment, qui était donc la fondatrice de l'Iconoclaste, et qui m'a accueillie à l'époque, qui a accueilli Fanny. Je ne sais pas si c'est elle qui t'a contactée directement, ou si c'était... Si. Ouais, c'était Sophie. Ouais. Donc voilà, et on en parlait avec un peu d'émotion, parce qu'elle est décédée
au mois de mai dernier. Et là, c'est vrai que c'est extraordinaire que le dernier roman sur lequel elle a travaillé vient d'obtenir le prix Goncourt, donc vient couronner un travail immense qu'elle a accompli. Donc en fait, concrètement, ce qui se passe aujourd'hui à l'Iconoclaste, il y a deux choses. Il y a le Goncourt et il y a l'absence de Sophie, qui fait que c'est pas du tout évident à gérer, mais justement, là, le tournant est très, très, très bien négocié par son mari, qui est lui-même éditeur, qui est le directeur des Arènes, qui est une autre maison d'édition, mais qui a pas mal de services en commun avec l'Iconoclaste. Et deux de leurs filles, ils ont 4 filles ensemble, et il y en a 2 qui sont dans la maison et qui reprennent le flambeau de Sophie assez brillamment. Et donc, non, en fait, l'Iconoclaste ne va pas forcément grandir grâce au Goncourt. C'est juste que là, c'est vrai qu'ils ont pété un plafond de verre et que c'est pas évident du tout pour une maison indépendante à taille humaine d'obtenir des prix comme le Goncourt. C'est en général un prix qui est donné à des grosses maisons parce qu'il y a quand même des enjeux derrière un petit peu politiques. Et donc là, c'est incroyable qu'on l'ait eu, mais ça ne veut pas du tout dire ils veulent continuer à publier peu et publier bien, ce qui est leur politique, et ils vont continuer à le faire. Et c'est juste que nous, on va être encore plus choyés, et on est déjà dans des conditions extraordinaires pour publier nos livres, mais c'est vrai que là, ils vont avoir d'autant plus les moyens de nous soutenir. Ouais, Icono, c'est très chouette. Moi, je pense que j'aurais pas pu mieux tomber, j'aurais pas voulu signer avec une autre maison parce que j'ai l'impression que les grands groupes d'édition, ils sortent des livres à l'appel, et donc c'est un peu moins, voilà, t'es noyé dans la masse et ils vont un peu moins faire attention à toi, et donc je suis très heureuse avec Icono, et ce sont des gens, ils sont très jeunes, ils sont très chouettes, ils ont plein de super idées. Et surtout, ils sont très à l'écoute. À aucun moment, ils vont nous dire « Non, mais ça, il faut vraiment faire comme ça. » On peut avoir la main un peu sur tout. Donc voilà, ils sont vraiment très, très cool. On peut leur casser les pieds sur les couvertures. Ouais, ça, j'ai beaucoup cassé les pieds sur la couverture. Mais ouais, ils sont très à l'écoute. On vient de parler, merci beaucoup, on vient de parler d'Iconoclaste, et Iconoclaste, c'est aussi une caractéristique qu'on pourrait associer à vos romans, puisqu'ils ont tous les deux le point commun de briser les tabous, d'avoir un côté vraiment décalé. Et donc Fanny, vous avez dit dans Bien sûr que les poissons ont froid, vous abordez des tas de sujets à partir de cette quête d'identité, et vous avez du coup construit un véritable roman générationnel qui traite avec authenticité et une pointe d'humour de plein de sujets dont certains ne sont jamais traités, comme la santé mentale, la dépression, le deuil, la solitude, dans le monde moderne, connecté, etc., la bisexualité, l'alcoolisme mondain, et on en passe. Vous, Adeline, dans votre roman Reste, vous vous attaquez au tabou de l'infidélité, et plus largement, en fait, vous invitez à changer notre regard sur les relations amoureuses, les relations hommes-femmes, et vous nous invitez à renouveler nos imaginaires au-delà du couple hétéro monogame qui est bien souvent fondé sur une relation de domination de l'un envers l'autre. Et est-ce que cette volonté de briser les tabous, de soulever des conversations chez vos lecteurs, de faire réfléchir, c'est vraiment quelque chose que vous avez en tête quand vous écrivez, ou bien ça vient de manière plus inconsciente, en fait, un peu malgré vous? Je pense que ça va être un peu similaire pour nous deux. C'est pas un but en soi, c'est juste que c'est comme ça qu'on réfléchit, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et l'avantage avec l'Iconoclaste, c'est que justement, ils nous ont jamais demandé de lisser quoi que ce soit. On peut aller dans le sale, on peut aller gratter dans les entrailles des choses et même montrer ce qui n'est pas racontable normalement ou ce qui fait un peu honte et tout. Et donc, ouais, je pense que c'est un truc qu'on aime bien faire toutes les deux. C'est un truc qu'on aime voir chez les autres aussi. Moi, les autrices, les auteurs que j'aime le plus sont des gens qui me parlent de choses dont ils ont honte. Et plus c'est personnel, plus ça me touche. Donc voilà, c'est pas du tout un but en soi. Il y a des thèmes évidemment qui me tenaient à cœur. Mais sans, par exemple, la dépression et ça, le mot n'est jamais cité. C'est juste qu'on voit que le personnage, il va pas bien. Il est dans une phase compliquée. Et voilà, et ça, j'ai envie d'en parler sans sortir mes gros drapeaux santé mentale,
pareil pour la bisexualité, c'est juste, elle raconte des histoires d'amour avec des garçons, avec des filles, ou juste des histoires de sexe, et sans que ce soit un sujet en soi, c'est juste, elle raconte sa vie, et voilà quoi. Donc voilà, moi c'était ça l'idée. Bah oui, bah voilà, effectivement, tu as tout dit. Moi, c'est vrai que c'est l'histoire qui compte et je me pose pas la question de. Mais ça reste une interrogation que j'ai, c'est-à-dire, c'est vrai que je fais pas un livre à thème, je me dis pas, oh, j'ai envie d'aborder telle thématique de société ou de faire une thèse. Le jour où j'aurai envie de faire une thèse sur un sujet, bah, je ferai une thèse et je ferai pas un roman. Maintenant, c'est vrai que vous l'avez dit, hein, on retrouve quand même beaucoup de choses. Des réflexions actuelles. Il y a beaucoup de réinventer l'amour de Mona Chollet, comment le patriarcat sabote les relations hétéros. Il y a beaucoup du cœur sur la table de Victoire Tuaillon, mais simplement parce que ce sont des sujets qui m'intéressent, qui effectivement intéressent plein de gens pour l'instant. On en parle beaucoup, c'est assez vertigineux de se plonger là-dedans. Et que, du coup, par la force des choses, à partir du moment où j'ai un roman qui se penche sur les relations amoureuses, ces choses-là vont infuser le récit. Mais je trouve ça passionnant de le faire sans que ce soit une réelle volonté, parce que, en tout cas, moi, je sais que je suis tellement maladroite que si j'avais une volonté de le faire, on me verrait arriver avec mes gros sabots à 6 km et en fait, le roman n'aurait plus aucun intérêt. Donc, moi, au moment où j'écris, je me concentre sur mon personnage ou mes personnages, les émotions qui vivent, les situations qui vivent, et essayer de les faire sortir de là. Après, c'est vrai que les personnages réfléchissent et se posent des questions qui sont mes questions à moi. Et comme dit Fanny, c'est vrai que je préfère aller dans le moche et le sale que d'aller raconter que mes personnages sont des parangons de vertu. On s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Moi, justement, je préfère aller raconter nos petites mesquineries, nos petites mochetés, nos paradoxes aussi, les endroits où on aimerait être moralement impeccable et où on l'est pas, parce que la pureté, ça n'existe pas de toute façon. Et voilà. Vous avez toutes les deux dans vos livres cette tonalité intime, et est-ce que vous pensez, donc au point que certains lecteurs ont dit que ça pouvait être autobiographique, etc., mais est-ce que vous pensez que justement l'intime, c'est politique, comme l'affirment de nombreuses autrices féministes, et sans rentrer dans le débat sur l'autofiction, etc., est-ce que vous pensez en fait vous revendiquez en fait de vous faire une place en littérature par l'intime, contrairement à ce que les hommes peuvent faire, etc. Vous parliez au début de vos problèmes de légitimité à écrire dans la littérature, et est-ce qu'en fait, comment maintenant vous vous positionnez dans ce débat d'un point de vue féministe? Mais moi, au-delà de l'intime qui est politique, je ne sais pas exactement ce qu'on met là derrière. Je suis assez d'accord en fait sur la formule, mais il faudrait détailler ce qu'on entend par l'intime exactement. Moi, ce que je vois, c'est que je m'empare de sujets qui, a priori, ne sont pas des sujets qu'on a beaucoup vus en littérature, et surtout dans Reste. Et en fait, la première fois que ça m'est arrivé, c'était avec une nouvelle qui se trouve dans Kérosène, Alika, où c'est l'histoire d'une nounou philippine qui se retrouve en pleine nuit avec ils sont dans un hôtel de luxe dans une station de ski, et elle est là avec le petit bébé de ses employeurs, et elle a un problème parce qu'elle a oublié de racheter du lait en poudre, et le bébé vient de faire caca dans sa couche, et elle sait que si elle change le bébé, il va se réveiller, donc il faudra lui redonner un biberon pour le rendormir, sauf qu'elle a plus de lait. Enfin bref, et donc ça c'est son problème. Et au moment où je commence à écrire ça, je vois les mots l'ange, lait en poudre qui apparaissent sur mon ordinateur, et je me dis mais c'est pas des mots de littérature, entre guillemets, je n'ai pas le droit d'écrire ça. Et puis en fait, si,
Si, bien sûr. Évidemment, Proust nous a pas beaucoup parlé de ces crevasses mammaires. Mais justement, en fait, c'est des sujets qui sont dépréciés, qui sont considérés comme triviaux et comme pas dignes de littérature, alors qu'en réalité, si, c'est notre quotidien à toutes, pas toutes, ou tous, enfin, ouais, mais on est extrêmement nombreux et nombreuses à nous occuper ou à nous être occupés d'enfants en bas âge pour le cas qui nous occupe. Et donc si, en fait, c'est absolument... et je crois que c'est une de mes nouvelles peut-être les plus politiques, c'est justement la guerre des classes, et le conflit qui se place entre cette femme qui, sur quelque chose d'aussi idiot, peut être envoyée chez elle et en fait gâcher sa vie et la vie de ses enfants. Donc en fait, on est dans une question de survie, mais sur des questions extrêmement triviales. Donc moi, je trouve qu'au-delà de l'intime qui serait politique, je pense que le trivial est politique. Et de parler de sujets vraiment qui touchent à nos corps, qui touchent à notre quotidien, ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et effectivement, on ne va pas rentrer dans le débat sur l'autofiction, parce que moi, c'est vrai que ça ne passe pas par l'autofiction, parce que je préfère imaginer des personnages, des situations, et puis j'ai pas du tout envie de me raconter moi. Mais par contre, le réel, oui. En sachant que le réel peut passer par le fantastique, peut passer par la SF, et il y est même peut-être d'autant plus mis en valeur. Mais voilà, c'est plus là-dessus que je mettrais le politique. Moi, je t'avoue que j'ai pas énormément réfléchi à ces questions-là en écrivant. Pour tout ce qui est de la légitimité, je me suis dit, si Iconoclaste me contactent et s'ils acceptent ce que j'écris, c'est plus mon problème, la légitimité, c'est la leur, en fait, parce que eux, c'est leur métier de juger si quelque chose est publiable ou pas. Donc je me suis un peu dit, ok, bon, bah, vous êtes d'accord, moi je suis d'accord. Et au niveau de est-ce que c'est politique, moi j'ai l'impression que tout est politique. Le fait d'exister, de se raconter est politique quand on n'est pas dans la, comment on appelle ça, la majorité, tu vois, alors ça vraiment je suis dedans, mais en tout cas la plupart des livres que j'ai lus, ils sont écrits par des hommes de 40-50 ans, et donc voilà, moi le fait de trouver cette légitimité dans le fait de dire, moi j'ai 28 ans, je vais raconter ma vie comme si ça avait de l'importance, je trouve que c'est politique. Et puis surtout le fait de, moi le personnage principal du roman, Ali, elle est pas ouf, et le fait de faire exister des gens qui sont pas ouf, de faire exister des femmes surtout qui n'ont pas besoin d'être fortes, qui n'ont pas besoin d'avoir des grands destins, qui juste sont là et existent comme elles peuvent. Je trouve que ça, c'est politique de faire en sorte que des femmes puissent ne pas être des icônes, mais quand même mériter d'être là, quoi. Totalement. Et maintenant, vos romans sont parus il y a quelques mois, vu que ça date du printemps. Et donc, je voulais savoir quels ont été les retours que vous avez eus sur Reste et sur Bien sûr que les poissons ont froid, de la part des lecteurs et lectrices que vous avez déjà pu rencontrer. Qu'est-ce qui vous a touché ou surpris dans la réception qui a été faite du roman ? Moi, il a été beaucoup plus lu que ce que je pensais, donc ça fait très plaisir de voir que les gens ont dû en parler à d'autres gens autour d'eux. J'ai reçu beaucoup de commentaires très mignons, très beaux. Moi, mon objectif premier avec le roman, c'était d'ailleurs, je l'avais mis sur un post-it sur mon bureau, c'était juste de faire en sorte que les gens bizarres se sentent moins seuls. Et j'ai reçu beaucoup de messages dans ce sens-là, de gens qui me disaient j'ai l'impression que c'est dans ma tête et je croyais que j'étais seule à ressentir ces trucs bizarres-là ou à avoir en moi ce truc un peu nul vis-à-vis de plein de choses. Et donc ça me fait très plaisir de savoir que ça a pu toucher des gens, parce que moi, c'est ça que j'aime ressentir quand je lis des livres ou quand je regarde des films, des séries, quoi que ce soit. Et donc là, le fait de pouvoir provoquer ça chez des gens, c'était vraiment super cool, quoi. Oui, moi j'ai eu pas mal de réactions déjà de femmes qui sont dans des relations clandestines, qui sont la maîtresse et qui viennent et qui du coup sont venues m'en parler, et je trouve ça toujours à la fois très oui, moi ça me touche parce que c'est une marque de confiance et me partager. En fait, j'ai entendu plein d'histoires et plein d'histoires que
que j'écrirai pas, mais c'était passionnant en tout cas de voir la diversité et puis des femmes parfois que je connaissais déjà, ou même relativement proches de moi qui me disent ah mais oui, mais moi ça m'est arrivé, j'ai vécu pendant 20 ans une histoire d'amour, des longues durées, et ça franchement je m'attendais pas à autant de témoignages sur des donc maintenant c'est sûr. La fidélité, ça n'existe pas. Arrêtons de nous leurrer. Ouais, j'ai eu ces retours-là qui m'ont évidemment beaucoup touchée. Et puis après, d'une façon plus générale, j'ai eu pas mal de retours d'hommes aussi super chouettes sur ce regard que mon héroïne pose sur son passé amoureux. Et voilà, et des gars qui disent, mais en fait, c'est vrai que c'est super intéressant de faire ça en 2023. De regarder, pour les gens qui ont mon âge ou plus, de regarder sa vie amoureuse, son passé amoureux, et de se poser la question de comment nos conditionnements de genre ont influencé les histoires d'amour. Et donc des gars qui me disent, ouais, moi je me rends compte que j'ai eu tel ou tel comportement qui n'était pas ouf, et voilà, ils sont pas là en train de s'auto-flageller non plus, ou de faire acte de contrition, mais plus dire, ouais, en fait, j'ai plus envie de ça, et de voir la transformation silencieuse, et ça, c'est très encourageant. Voilà, je suis pas dans un optimisme béat non plus par rapport à l'avenir. Jamais. Jamais. Mais voilà, quand de temps en temps, il y a un mec qui vient me dire ouais, ça m'a fait réfléchir, c'est déjà ça. C'est un bon début, on va dire. Merci beaucoup. Paul, je vais maintenant poser ma dernière question avant de laisser la parole au public, si jamais vous avez des réactions, des questions. Je voulais savoir un peu quels étaient vos prochains projets artistiques à toutes les deux. Donc Fanny, je crois que vous avez une actualité en fait au niveau du stand-up. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Ouais, il y a pas mal de choses. Attends, je réfléchis. Le podcast, il continue. Puis le stand-up, oui, là, j'écris le prochain spectacle que je commence à jouer en janvier à Bruxelles. Et puis, il y aura la tournée qui va suivre pendant 2 ans, un peu partout en francophonie. Et puis, je pense que c'est tout, je crois. Je sais pas pourquoi je te regarde comme si... ouais, je pense que c'est tout, là. Ah oui, on ouvre des comédie clubs à Bruxelles aussi, si jamais vous allez. Oui, c'est ça, t'as pas parlé du Petit Kings ? Ouais, on vient d'ouvrir un nouveau comédie club, donc ça prend beaucoup de temps, mais c'est très très cool, donc venez, ça s'appelle le Petit Kings. Voilà. Et je suis pas encore venue. Wow. Mais je vais le faire, rapidement. Moi, je commence à travailler sur un nouveau roman, mais à mon aise, parce que je suis en train d'écrire un long métrage aussi et une pièce de théâtre. Donc le roman, à mon avis, ne sera pas là avant 2025. Et sinon, là, dans l'immédiat, j'ai une petite nouvelle qui sera publiée là dans les jours qui viennent dans le magazine Zadig, pour celles et ceux que ça intéresse. Et voilà, il y a le tournage de La Vraie Vie donc au cinéma qui devrait démarrer normalement printemps prochain. Je parle de ça comme si c'était un de mes projets, mais c'est pas, je m'en occupe pas du tout, mais je sais que ça arrive, et donc peut-être que celui-là il sera en salle, je sais pas, dans 1 an et demi, 2 ans par là, ouais, 3 ans. Voilà. Ah ouais, donc j'aurai peut-être un nouveau roman avant ça. Et il y a les droits de reste qui ont été qui ont été achetés aussi, donc. Mais ça, c'est vraiment, on est au tout début, donc on ne sait même pas si ce sera un film ou une série, donc voilà, à suivre. Félicitations pour tout ça. On a hâte de lire et de voir tout ça. Merci beaucoup, je pense qu'on peut les applaudir. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Non. Moi-même à la fin, je savais pas la fin, non. Non. Quand je commence un roman, j'ai aucune idée, et j'ai même pas d'idée du milieu.
J'ai une situation de départ et puis à partir de là, j'essaye de suivre. Ce qui explique ce que je disais tout à l'heure des moments de doute et où on a l'impression qu'on va nulle part. Parce que, donc je sais pas, peut-être qu'un jour j'essaierai d'écrire un roman en ayant une structure, comme un scénario en fait. Un scénario, on fait ça. On a d'abord une structure, et puis après, une fois qu'on est sûr de la structure et qu'elle est bien solide, on rentre dans l'écriture en tant que telle de ce qu'on appelle la continuité dialoguée, donc du scénario. Mais j'ai peur en fait, j'ai l'impression que la littérature, elle fonctionne pas comme ça, et j'ai peur que si j'essaie de faire ça avec un roman, ça se sente, il y a quelque chose d'un peu raide, et que moi, j'utilise plutôt les techniques que j'ai apprises en improvisation théâtrale, c'est-à-dire j'ai fait de l'improvisation longue forme. Donc, c'est pas les petites impros de 3 minutes, c'est une grande impro de 75 minutes. Et au début, on monte sur scène, on n'a aucune idée de ce qu'on va raconter. Donc, on monte sur scène, le public est là, et on n'a aucune idée. Et justement, le secret, c'est de ne pas avoir d'idée. Dès le moment où on monte sur scène avec une idée en se disant « Ah oui, je vais faire une enquête policière, machin », en fait, comme on ne peut pas parler à nos partenaires, c'est mort. Si quelqu'un a une idée et qu'il essaye de ça flanque tout par terre. Et la seule chose à faire, c'est de se connecter à l'autre, se connecter à ses émotions, et c'est vraiment un jeu de ping-pong. C'est une réplique après l'autre. Et j'essaye de faire ça quand j'écris, c'est me dire un pas après l'autre et surtout ne pas anticiper, même la scène d'après. Et juste me laisser guider par les émotions du personnage. Mais c'est super angoissant parce que, comme dit Fanny, il y a des moments où on ne sait plus, où notre personnage lui-même n'est plus moteur, il avance plus, ou s'il mène une enquête, l'enquête n'avance plus. Et donc ces moments-là sont terriblement angoissants. Je me souviens, quand j'étais venue à une rencontre à la bière, vous avez parlé d'utiliser le tableau Excel. Et donc j'imagine que vous ne l'utilisez plus pour les idées. Si, j'utilise le tableau Excel, mais pour d'autres... ma vie sans tableau Excel. Pour d'autres choses, là par exemple, mon nouveau roman, j'ai un tableau, mais je pense qu'il y a... j'ai 3-4 onglets différents. Par exemple, j'ai un onglet dans lequel je mets les âges des personnages. Enfin, je mets tous mes personnages, parce que là, j'ai beaucoup de personnages. Une carte d'identité comme ça. Oui, enfin, en fait, une espèce de ligne du temps. Et comme ça, je sais que en fait, mes personnages sont là, les dates sont là. Et comme ça, je sais que si je vais, par exemple, je veux retenir un événement qui s'est passé en 93, je vais tout de suite regarder et en 93, celui-là il a 18 ans, celui-là il en a 26, celui-là il en a... parce que sinon je me perds en fait super rapidement dans ces trucs de date. Donc ça, je peux en avoir besoin. Kérosène, à la fin, j'ai utilisé un tableau Excel aussi parce que pour décider de l'ordre des histoires dans le livre. Parce qu'en fait, ça en a pas l'air, mais c'était assez complexe comme construction. J'ai essayé de trouver un bon équilibre. Il y avait une histoire de chronologie que je devais respecter, mais aussi j'essayais de ne pas mettre 3 histoires très très dures et puis 3 histoires plus légères. Enfin voilà, j'essayais qu'il y ait un équilibre aussi. Donc aussi, tout ça, c'est des choses sur lesquelles je peux être beaucoup plus théorique, mais on ne parle pas de narration pure, quoi. C'est plus des outils que je mets sur le côté. Un journal d'écriture, ça maintenant je mets en place pour mon nouveau roman et ça m'aide à mort. Chaque jour, mettre mes impressions, voilà, comment je l'ai senti aujourd'hui, faire un document dans lequel je mets toutes mes idées, où je mets toutes mes références aussi de documentation, voilà, des choses. Ça, c'est des outils, mais qui sont sur le côté. Et pour toi, pour l'organisation des idées? Moi, j'adore les tableaux Excel aussi, de manière générale dans la vie. C'est vraiment une de mes passions. Moi, j'adore tout ce qui est code couleur et tout. J'ai chez moi toujours un mur blanc sur lequel je mets plein de post-it et tout. Et donc là, je l'ai fait pour l'enquête, pour la vraie et pour la version fictionnalisée. Vraiment, j'avais toute une ligne du temps, tous les flashbacks que je voulais faire et tout ça. Donc j'ai besoin d'avoir un truc très visuel quand j'écris. Et voilà, moi j'aime bien imaginer une histoire comme plein de petites cases à remplir. Et je trouve ça beaucoup plus facile d'avancer quand on a ce découpage. Et voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question?
Alors pour ça, on va pas du tout se rejoindre. Parce que toi, tu es très scolaire, j'ai l'impression. Et moi, je me réveille à 8h, je me lève à 10. Et puis, je culpabilise jusqu'à 16 de ne pas avoir écrit. Et puis, 16, j'ai faim. Et puis, ouais, c'est beaucoup dans la douleur, que ce soit les chroniques... putain, d'ailleurs, il faut que j'écrive ma chronique. Que ce soit les chroniques, la scène, où... En fait, je suis obligée de m'enfermer quelque part sans Internet. Là, pour écrire le spectacle, je viens de partir 5 jours dans le Perche. Il n'y avait rien autour, j'avais pas Internet, c'était une angoisse. Je faisais juste regarder la Starac le soir. C'était ma seule occupation. Et c'est vrai que j'ai jamais aussi bien bossé de ma vie, je pense, qu'en n'ayant pas le choix, en fait. Ah oui, non, mais là, on se rejoint tout à fait. Je suis comme ça aussi. Mais donc, c'est une lutte où je suis obligée de m'y mettre et de me forcer. Mais tu y arrives de 8 à 16. Non, jamais j'écris de 8 à 16. Quand je pars en résidence, mais pareil que toi, tu vois, je dois m'isoler. Alors, Internet, ça va. Ça, je peux avoir le Wi-Fi, d'autant plus que j'en ai besoin parce qu'en fait, je vais quand même très régulièrement chercher des informations sur Internet. Donc, écrire sans Internet. À quelle vitesse un corps se décompose. Exactement. Non, mais c'est vrai. J'en ai besoin. Et puis, dictionnaire des synonymes. Même si j'ai mon dictionnaire des synonymes physique, mais en fait j'aime bien complémenter avec Synonymo, que je trouve assez bien foutu. Mais donc ça, ouais, je peux écrire de 8 à 7. Et encore, quand je pars en résidence, j'écris de 9 à 12, puis je mange, puis je vais me balader. J'espère bien que tu manges. Puis je fais une balade. Ouais, je fais une balade, puis je fais une petite sieste, puis je lis un peu, et puis je m'y remets. Mais non, écrire de 8 à 16. À part Stephen King, je ne connais pas d'écrivains qui font ça. C'est super difficile. Par contre, c'est vrai que moi, j'essaye, par exemple, je dois m'y mettre, quoi. Donc, ce qui aide vachement, c'est quand même d'avoir des enfants. Ça peut être un très bon argument pour faire des enfants. C'est qui tout double, hein. Oui, parce que ça t'empêche à plein de moments, mais quand tu dois conduire ton enfant à l'école le matin, voilà, à 8h30, t'es levé, dans le meilleur des cas, douché. Je pense moi, il irait pas à l'école. Hein. et donc là, oui, mais tu vois, mais je vais au café pour écrire, parce que je sais que si je rentre à la maison, c'est... il faut lancer une machine, je me mets à répondre à des mails, je fais n'importe quoi, je fais un câlin au chat, je culpabilise. Câlin au chat, ça, je peux faire de 8 à 16. Ça prend vite 4 heures. Ça, vraiment. Et donc, je me dis, voilà, je me mets au café et pendant 3 heures, je me concentre, mais ça reste compliqué. En tout cas, je me lève pas le matin en me disant, youpi, je vais écrire et j'ai plein d'idées, je me mets... non, ça reste quelque chose... Enfin, c'est difficile parce qu'en fait, c'est un métier ultra privilégié, donc on n'a pas le droit de dire que écrire c'est dur, parce qu'on vit quand même dans des conditions de confort. Enfin voilà, on peut écrire de chez nous, on n'a pas un patron sur le dos. Physiquement, c'est pas dur du tout, mais c'est quand même pas un hobby. Voilà, c'est pas. Moi, en tout cas, je le ressens pas comme un hobby dont j'aurais fait mon métier. Si on me dit t'as 3 jours là où tu fais ce que tu veux, a priori, il y a peu de chances que j'écrive. On va faire plein de trucs, mais pas écrire. Pareil, hein, s'il n'y a pas une finalité derrière, j'aurais jamais pu faire comme par exemple Maud Ventura, qui est une des plus grosses ventes de France, je pense, avec mon mari. Elle a vraiment écrit tout le roman et puis elle l'a envoyé à plein de maisons d'édition. Et ça, moi, je ne sais pas comment on fait pour trouver la force d'écrire tout un bouquin sans savoir si ça va être publié. Ça me paraît complètement fou. Et quand tu penses qu'il y en a qui en ont écrit 8, et c'est le 9e qui a été publié, ça, je trouve à un moment, il y a des signes. Tu vois, moi, je me dirais, il y a des signes, c'est que vraiment, je ne suis pas fait pour ça. J'abandonnerais de ouf. Donc, ceux-là sont là pour prouver que, en fait, ils font des carrières... C'est quel auteur français? Il a une carrière de dingue derrière. Mais c'est son 9e roman qui a finalement été accepté. Terrifiant. Et je pense même qu'entre-temps, les 8 premiers n'ont même pas été publiés parce qu'ils sont vraiment pas bons, tu vois.
Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Non, ben merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir écouté la rencontre et surtout merci à Aline Dieudonné et Fanny Rouet de s'être déplacées jusque Mons pour parler de leur livre. Elles seront toutes les deux encore en dédicace pendant 30 minutes sur notre stand, donc le stand de la librairie Scientia qui est juste ici. Vous pourrez découvrir leurs livres et leur parler. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.